Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. La pauvreté, l'inflation et la corruption sont au cœur des préoccupations des électeurs angolais qui étaient aux urnes ce mercredi pour des législatives. Ces dernières doivent déboucher sur l'élection d'un président de la République. Et puis nous irons à Kinshasa à la rencontre d'un groupe de passionnés d'opéra qui a décidé de donner à ce genre musical ses lettres de noblesse en RDC. Anastasie Tudièche sera notre guide. La décision de retirer les troupes américaines d'Afghanistan était-elle la bonne? Un an après ce retrait, la question demeure. Et pour une ébauche de réponse, la VOA s'est entretenue en exclusivité avec les deux derniers commandants de cette opération. Ouvrons tout d'abord par le Tchad où la deuxième journée du dialogue national inclusif et souverain a été reportée pour jeudi matin. Ce report intervient 72 heures après l'ouverture officielle par le chef de la junte, Mahamad Idriss Déby. On fait le point avec Abba Ali Kaya en N'Djamena. 72 heures après l'ouverture du dialogue national inclusif, la séance prévue ce jour pour examiner le règlement intérieur du DNSI a été reportée pour demain matin à 9 heures. La raison officielle, il y a des problèmes techniques. Mais des sources concordantes nous font comprendre que ce report est dû à des démarches qui sont en train d'être faites à l'endroit de certains partis politiques, de la société civile et des syndicats qui sont encore hésitants à prendre part à ce dialogue national inclusif. Il faut rappeler que ce dialogue national inclusif intervient un an après la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Ici même, dans ce grand bâtiment, il y a 30 ans, la conférence nationale souveraine a eu lieu, celle qui a jeté les bases d'un pays démocratique. Aujourd'hui, il est question que les politico-militaires, la société civile, les partis politiques de l'opposition doivent refonder une nouvelle république en y intégrant toutes les composantes de la société tchadienne. Merci Abba. En Éthiopie, des combats ont repris ce mercredi dans la région du Tigré. Le gouvernement central et les rebelles s'accusent mutuellement d'avoir brisé une trêve observée depuis 5 mois. L'armée éthiopienne, que cite l'agence de presse éthiopienne ENA, a annoncé avoir abattu un avion chargé d'armes destiné aux rebelles du Tigré. L'origine de l'appareil n'a pas été précisée ni la date à laquelle il a été abattu. La région du Tigré est coupée du reste du pays et il est impossible de vérifier les affirmations de chaque camp. Ces combats sont les premiers signalés depuis la trêve conclue fin mars et qui a été largement respectée jusqu'ici par les deux camps. Les autorités congolaises ont déclaré une résurgence de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Beni, province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Des échantillons prélevés sur une femme de 48 ans récemment décédée ont testé positif après analyse à l'Institut national de recherche biomédicale. Davantage avec Zanem Neti Zaidi. C'est la 15e épidémie de la maladie à virus Ebola que les autorités congolaises déclarent dans la zone de Beni. Lors d'une réunion d'urgence avec le maire de la ville, des représentants de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF et d'autres membres de l'équipe d'intervention, les autorités sanitaires ont déclaré que les cas testés positifs est lié à la 10e épidémie vécue dans cette zone depuis près de 2 ans. La déclaration vient d'être faite par le ministre national de la Santé pour un décès confirmé. Et ce décès est intervenu et survenu dans l'hôpital, au sein de l'hôpital général de référence de Beni. Ce cas est, d'après les résultats de séquençage, lié à ceux de la 10e épidémie. Le maire de Beni, le commissaire principal Narcisse Mouteba, a appelé la population à respecter les mesures d'hygiène
à coopérer avec les équipes sanitaires et à accepter des enterrements dignes et sécurisés pour mettre rapidement fin à cette épidémie. J'invite à ma population au respect des mesures d'hygiène, d'alerter les professionnels de la santé pour tout cas suspect et orienter le malade vers les structures de soins appropriées, de recevoir les équipes de la santé et leur faciliter le travail. L'annonce de la résurgence de la maladie à virus Ebola a été accueillie comme un choc par la population de Béni qui garde un mauvais souvenir de précédentes épidémies. Elle appelle les autorités à envisager des mesures très sérieuses pour endiguer l'épidémie. Le message de la réapparition de la maladie à virus Ebola était d'abord un choc parce que c'est sa deuxième réapparition, il y a résurgence. Renforcer également les mesures sanitaires dans différents points d'entrée, différents lieux publics, dans les universités, les écoles, les églises. Aussi, renforcer la communication. La population de Béni a besoin de savoir que la maladie est dans notre milieu et qu'il ne faut pas blaguer. Ce nouveau cas d'Ebola est une femme âgée de 46 ans. Elle a été admise à l'hôpital général de référence de Béni le 23 juillet avant de décéder le 15 août 2022 selon les résultats de l'analyse des échantillons effectuée par l'Institut national de recherche biomédicale. À ce jour, un seul cas a été identifié et plus de 179 contacts ont été répertoriés par les équipes sanitaires. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique. Un an après, la question reste posée. Le retrait américain d'Afghanistan était-il la bonne décision? Non, selon deux généraux à la retraite, lesquels étaient chargés de superviser cette guerre pour les États-Unis. Carla Babb, la correspondante de la VOA au Pentagone, s'est entretenue exclusivement avec eux. Son reportage est relaté ici par Jacques Aristide. En août de l'année dernière, après la chute de Kaboul aux mains des talibans, c'était le chaos à l'aéroport de la capitale afghane, avec une évacuation dans le désordre total. Un an plus tard, deux anciens chefs du commandement central américain font part de ce qui s'est mal passé en Afghanistan. Ma conviction est que les événements tragiques d'août dernier ont principalement été provoqués par notre décision de quitter complètement l'Afghanistan. Et ces décisions incombent à deux présidences. Un accord paraphé entre l'administration de Donald Trump et les talibans prévoyait le retrait de toutes les troupes américaines en mai 2021. L'équipe de Joe Biden, après son arrivée à la Maison-Blanche, devait prolonger la date au 31 août. Je n'accepte tout simplement pas l'idée que nous devions retirer tout le monde. Pour les deux généraux à la retraite, il aurait fallu maintenir au moins 2500 militaires américains aux côtés de l'armée afghane. Les forces afghanes se sont effondrées et ont perdu la volonté de se battre. 2500 soldats nous auraient donné une petite série de bases très solides en Afghanistan, dont la base aérienne des Bagram. Cela nous aurait permis de continuer à soutenir le système logistique afghan. Le 31 août 2021, le président Joe Biden a défendu le retrait américain. Je n'allais pas prolonger cette sempiternelle guerre et non plus ce sempiternel retrait. À ceux qui demandent une troisième décennie de guerre en Afghanistan, quel est l'intérêt national vital? À mon avis, nous n'en avons qu'un. Celui de nous assurer que l'Afghanistan ne pourra jamais être utilisé pour lancer une attaque contre notre nation. Le locataire de la Maison-Blanche a récemment pris pour preuve la frappe américaine qui a tué Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda. J'ai promis au peuple américain que nous continuerons à mener des opérations antiterroristes efficaces en Afghanistan et au-delà. C'est exactement ce que nous avons fait. Quant aux deux généraux à la retraite, ils disent craindre pour la sécurité des Américains par rapport aux groupes terroristes en Afghanistan. Je ne pense pas que nous soyons plus en sécurité à la suite de notre retrait d'Afghanistan. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur les organisations terroristes laissées sur le terrain. Nous avons du travail à faire. Je ne pense pas que nous soyons plus stables ou plus en sécurité. Je pense que l'Afghanistan est plus instable et par conséquent, cette région du monde est plus instable.
Lors de l'un des derniers jours de l'évacuation américaine, 13 militaires américains et au moins 170 personnes ont été tués dans un attentat du groupe État islamique. Ce fut le jour le plus meurtrier pour les troupes américaines en Afghanistan depuis une décennie. Plus de 120 000 personnes ont été évacuées, mais des dizaines de milliers d'alliés américains ont été laissés derrière. Et on en vient à ces élections en Angola. Environ 14 millions d'Angolais du pays et de l'étranger se sont rendus aux urnes ce 24 août pour les élections législatives qui décideront du prochain président. C'est un scrutin annoncé comme le plus serré de l'histoire du pays, entre le parti au pouvoir depuis l'indépendance et une opposition qui promet d'enrayer pauvreté et corruption. Ginny Niwa. La course s'annonce rude entre le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance et conduit par le président sortant João Lourenço, et l'UNITA menée par Adalberto Costa Jr., 60 ans. L'opposition parie sur les jeunes, leur promettant de créer des emplois et leur donner de la stabilité en cette période de crise mondiale. En tant que peuple le plus jeune, nous avons besoin de plus de changements. Nous avons besoin de plus de présidents. Nous avons besoin de plus d'Adalbertos comme président de l'Angola. Je crois qu'il va vraiment changer ce pays. Nous avons besoin du meilleur. Réputé bon orateur, le leader de l'opposition incarne pour certains cet espoir de changement réclamé par la rue dans un pays riche en pétrole et en diamants, mais plongé dans de grandes difficultés économiques. Il séduit aussi une jeunesse urbaine moins attachée au MPLA et qui hérite d'un pays miné par des décennies d'insécurité et de corruption sous la présidence de Roger Eduardo dos Santos de 1979 à 2017. Mon vote, c'est mon secret. Je risque d'avoir des problèmes avec certaines personnes s'ils me voient. Des milliers d'Angolais à l'étranger pouvaient voter à distance et se réjouissent de pouvoir contribuer aux décisions du pays. C'est nouveau pour la première fois de l'histoire. Un Angolais au Portugal, en Europe, qui s'est inscrit peut voter. Cela seul peut apporter beaucoup d'émotions. Et c'est la première fois de ma vie que je vais voter. Je n'ai pas pu voter aux élections précédentes. Et cette fois, je vais voter. J'ai 51 ans et je vais enfin pouvoir voter, prendre part à certaines décisions dans mon pays. D'autres ont voté sans trop se faire d'illusions. Je ne crois pas au changement, mais s'il se produit, ce sera très bien, car ce sera la première fois depuis ma naissance que je verrai un autre parti au pouvoir. Le gouvernement angolais a adopté une loi l'année dernière pour centraliser le dépouillement final de tous les bureaux de vote nationaux et étrangers dans la capitale Luanda, un système qui a fait craindre la fraude électorale. Des groupes de la société civile ont plaidé pour que les votes soient comptés là où ils sont exprimés. Angolais et au moins 50 observateurs internationaux devraient surveiller les urnes, mais dans un pays 2 fois plus grand que la France, ils étaient plutôt dispersés. Et ici aux États-Unis, les démocrates célébraient ce mercredi leur victoire de Pat Ryan dans le 19e district, très disputé du centre de l'État de New York, considéré comme la dernière occasion de prendre le pouls de l'opinion sur des questions comme l'avortement, la criminalité ou l'inflation avant les législatives de novembre. Par ailleurs, le président américain Joe Biden a annoncé ce mercredi un effacement partiel des emprunts étudiants, une question qui suscite un vif débat dans un pays où une année à l'université peut coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il s'agira d'effacer 10 000 $ pour les personnes n'ayant pas bénéficié d'une bourse fédérale pour payer les frais liés à leurs études universitaires et de 20 000 $ pour celles aux moyens plus modestes en ayant reçu une. La mesure concerne les personnes gagnant moins de 125 000 $ par an. L'Ukraine commémore ce mercredi son indépendance, une date qui coïncide aussi avec les 6 mois de l'invasion russe. Depuis le 24 février et après des dizaines de milliers de morts, l'anniversaire de l'indépendance acquise en 1991 en se séparant de l'Union soviétique n'a pas donné lieu à des festivités. Le président Joe Biden a, dans un communiqué, annoncé une nouvelle aide militaire de près de 3 milliards de dollars à l'Ukraine pour lui permettre d'acquérir des systèmes de défense aérienne, de l'artillerie, des munitions et des radars.
Dans une adresse à la nation, le président Volodymyr Zelensky a assuré que son pays se battrait jusqu'au bout pour reconquérir tout son territoire. Suivons. Après 6 mois de tentatives pour nous détruire, nous sommes le peuple libre de l'Ukraine indépendante. Et cela est vrai en ce qui concerne notre avenir, le peuple libre de l'Ukraine indépendante. Il y a 6 mois, la Russie nous a déclaré la guerre. Le 24 février, l'Ukraine entière a entendu des explosions et des coups de feu. Et le 24 août, elle n'était pas censée entendre les mots « bonne fête de l'indépendance ». Le 24 février, on nous a dit que vous n'aviez aucune chance. Le 24 août, nous disons « bonne fête de l'indépendance Ukraine ». Pendant ces 6 mois, nous avons changé l'histoire, changé le monde et changé nous-mêmes. Voilà pour cette première partie. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VO Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Josan FM 105.8 de notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches, à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais. Et nous sommes de retour dans Le Monde aujourd'hui, le journal de VO Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Vêtu d'une centaine de sachets multicolores, Modou Fall, président de l'association Sénégal Propre et surnommé l'homme plastique, décide de faire le tour du pays à pied pour réclamer l'effectivité de la loi contre l'utilisation d'emballages plastiques. L'activiste va s'arrêter dans toutes les régions du Sénégal pour sensibiliser les populations sur les dangers des sachets plastiques. C'est un récit de Dili Diko. Cet activiste, pas comme les autres, fait le tour du Sénégal à pied pour lutter contre les emballages en plastique. Ancien militaire, Modou Fall milite depuis 16 ans pour la préservation de l'environnement sénégalais. Depuis des années, l'activiste s'efforce à sensibiliser les populations aux problèmes causés par les plastiques à usage unique, en particulier les sacs en plastique. Tous les sachets plastiques qui sont jetés se retrouvent dans les mers ou dans les dépôts d'ordures. Donc je m'habille comme ça pour attirer l'attention des gens, leur faire prendre conscience de la situation et leur rappeler qu'il y a plus de 5 millions de sachets plastiques jetés quotidiennement au Sénégal. Beaucoup de gens me prennent pour un fou et j'en profite pour transmettre mes messages. Avec sa cape, fabriquée à l'aide de sachets plastiques et de gobelets de récupération, l'homme se déplace de ville en ville pour réclamer des autorités la publication des décrets d'application de la loi du 4 mai 2015 relative à l'interdiction de la production, l'importation, la détention, la distribution, l'utilisation de certains types de sachets plastiques et la gestion rationnelle des déchets plastiques. Entrée en vigueur en 2020, cette loi attend toujours des décrets d'application pour être mise en œuvre. Mon objectif, c'est de pousser l'État sénégalais à signer les décrets d'application de la loi relative à l'utilisation des sachets plastiques. Ce sont seulement ces décrets d'application qui pourront nous permettre de lutter contre les sachets plastiques et de préserver notre environnement pour les générations à venir. La responsabilité des industries est aussi engagée. Tous leurs produits en plastique finissent dans les rues. Sur son chemin, Modou Fall prend le temps de discuter avec les Sénégalais. À la plage de Bargny, il croise Fatou Diop, une vendeuse de poissons qui déplore les effets néfastes du plastique sur l'environnement. Les sachets plastiques ont causé beaucoup de dégâts dans la mer. Ils s'accrochent sur les filets de pêche et empêchent les pêcheurs d'attraper des poissons. Nous n'avons que la mer comme richesse, donc le combat de cet homme, Modou Fall, est honorable et vient en son heure.
Le Sénégal produit 200 000 tonnes de déchets plastiques par an, dont seulement 9 000 tonnes sont traitées. Le reste est déversé dans la nature et dans les océans. Modou Fall, super-héros donc de la lutte contre les déchets plastiques. En l'absence de notre traditionnel segment sport que vous aurez la semaine prochaine avec Yacouba Ouedraogo, allons maintenant en Bolivie, plus précisément à La Paz, la capitale qui s'est transformée il y a quelques semaines en piste de karting. C'était à l'occasion de la dernière édition de la célèbre course de voitures sans moteur. Eric Manirakiza. Environ 500 enfants ont fait équipe avec leurs parents pour participer à cette course de karting d'inspiration américaine, devenue un rendez-vous régulier pour les familles locales depuis 1950. Nestor Velarde, âgé de 60 ans, a participé à sa première course en 1965. En 1965, j'ai fait ma première course de la place Villarroel à la place Saint-Martin. C'est ma première expérience et c'était avec cette voiture. Le fils de Nestor, Diego, et son petit-fils Isaac ont pris part à la course dimanche en utilisant un véhicule modelé sur celui qu'il a utilisé il y a plus de 50 ans. Nestor, qui a travaillé sur son véhicule de course avec son fils pendant 3 jours, s'est dit heureux que son équipe ait franchi la ligne d'arrivée, mais la compétition a été plus difficile que prévu. C'était très beau, nous avons apprécié. Mon fils et moi avons travaillé sur ce véhicule pendant 3 jours. Mais c'était bien. Il a peint et j'ai réparé les freins. Mais une fois que vous êtes en course, c'est très différent. C'est très beau, mais difficile. C'est bien, la vie est comme ça. Je veux soutenir mon fils. Nous avons travaillé ensemble, nous avons commencé ce projet ensemble et nous l'avons terminé ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous nous sommes écrasés, mais nous avons continué. C'était ma plus grande peur, chuter et perdre. Mais nous sommes enfin à la ligne d'arrivée. Les équipes sont traditionnellement composées de parents poussant les karts pilotées par leurs enfants. Les participants concourent dans l'une des 3 catégories suivantes: véhicules en bois, en plastique et en métal. L'édition 2022 de la course a vu doubler le nombre de concurrents par rapport à l'année précédente. Du sport, passons à la musique. Si l'on vous dit musique en RDC, vous pensez sans doute à la rumba, au soukous, au ndombolo ou à quelques sonorités musicales religieuses. Mais il vous faudra désormais peut-être aussi ajouter l'opéra. C'est en tout cas l'ambition d'une association américano-congolaise, Opéranotes, qui s'est lancée dans ce créneau. Anastasie Tudièche est allée à leur rencontre à Kinshasa. Et dans vos oreilles, ça donne ceci. Donner à l'opéra ses lettres de noblesse en RDC, c'est le pari fou que s'est donné un groupe de passionnés ici à Kinshasa. Le temps d'une soirée, ils ont investi l'hôtel Pullman pour partager avec le public le fruit de mois de préparation. Aujourd'hui, c'est une soirée exceptionnelle avec les artistes, les jeunes artistes opéra qui font membre d'une grande structure, Opéranotes RDC. Je suis entrée dans l'opéra par passion. À chaque fois qu'il y avait spectacle d'opéra, je partais toujours assister dans le centre culturel. Et c'est après que l'une des chanteuses me dira que tu peux aussi chanter l'opéra. Et pour moi, faire l'opéra, c'est d'abord, premièrement, un défi. Avant, je me disais que c'était carrément impossible, voire même irréalisable pour une noire de faire de l'opéra. Juriste de formation, Dorcas Nende est fonctionnaire. Elle est aussi la secrétaire générale de l'association Opéranotes RDC et aspirante cantatrice.
J'ai vu une vidéo de ce qui se passait à l'Est et ça m'a fait pleurer. Et je pensais que je n'avais rien à offrir, que je ne pouvais pas aider. Et puis un jour, je me suis dit que si, j'avais quelque chose à offrir, l'opéra. Pour Joy Bachelor, travailler avec le Congo est une évidence. Elle nous confie avoir grandi dans le Bas-Congo et à Kinshasa à la fin des années 60, emmenée par son père chirurgien. Et le lien entre l'opéra et la RDC s'est imposé comme une évidence pour elle. Elle crée Opera Notes en 2014. Le projet que nous amenons ici, nous l'avons nommé Joy Happenings, pour utiliser Mozart et sa musique, surtout en cette année, comme vecteur de happenings de joie. En RDC, seul l'Institut national des arts propose des cours d'opéra en option. Les nouvelles technologies sont donc un allié indispensable. Il faut toujours prévoir plus que l'heure habituelle pour les cours de chant. Mais ce qui est formidable est cette possibilité d'échange immédiat. Vous avez compris? Non, je n'ai pas compris. OK. Et ça veut dire que vous pouvez avoir une conversation même si vous n'êtes pas sur place. La RDC n'est pas considérée comme une terre d'opéra et créer une génération de chanteurs va prendre du temps. Mais la mobilisation des opéranautes est forte et commence timidement, mais sûrement, à rencontrer son public. J'ai plutôt une très bonne impression. J'étais moi-même agréablement surpris. L'opéra à Kinshasa avec des Congolais, c'est une première fois pour moi et j'ai vraiment adoré. Anastasie Tudièche pour VOA Afrique, Kinshasa. Une belle initiative. Terminons ce journal par Anthony Joshua, qui a reconnu qu'il s'était laissé aller à un comportement erratique au lendemain de sa défaite contre Alexander Usyk en Arabie Saoudite, affirmant avoir agi par pure passion et par émotion. Après avoir concédé une décision partagée lors du combat à Jeddah, Joshua, furieux, s'est dirigé vers les vestiaires avant de revenir sur le ring, s'emparant des ceintures WBA et Ring Magazine d'Usyk et les a laissés tomber à l'extérieur des cordes. L'homme de 32 ans a ensuite affronté Usyk en disant « Tu n'es pas fort. Comment m'as-tu battu? Comment j'avais du caractère et de la détermination ?» avant de s'adresser à la foule avec un discours confus sur son passé et ses propres lacunes en tant que boxeur. Sur Twitter, dimanche soir, Joshua a posté « Je souhaite à Usyk un succès continu dans sa quête de grandeur. Tu es un champion de grande classe. Hier, j'ai dû me plonger mentalement dans un endroit sombre pour me battre pour les ceintures de championnat. J'ai eu 2 combats, l'un avec Usyk et l'autre avec mes émotions. Et les 2 ont eu raison de moi. » Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique.